piqué d'apiculture. Le podcast de l'ITSAP pour les apiculteurs et les apicultrices. L'ITSAP, c'est l'Institut technique et scientifique de l'apiculture et de la pollinisation. Ici, on travaille avec et pour les apiculteurs et apicultrices. On recherche des solutions pour améliorer la santé de leurs abeilles et les conditions de leur métier. La ruche du futur. Ah, c'est bon, c'est ici. On y est. Je m'appelle Sad Septi, je suis responsable innovation et valorisation à l'ITSAP. Ça va par les chiens ? Ça va. On a fini par tout, ouais, c'était un peu compliqué. Ouais, c'est pas facile. En fait, on est rentré 2 fois de l'autre côté, juste au avant. Carrefour, Ouais. ouais, ça m'étonne pas. Tout le monde fait ça. Classique, ouais. Bienvenue à Nove. On est dans notre maison / miellerie. Alors, je m'appelle Émilie Tourlet. J'ai 28 ans. Je suis apicultrice installée dans les Bouches-du-Rhône avec mon compagnon. On s'appelle Un matin aux abeilles. L'année dernière, on a transhumé 400 ruches à la main. Moi, je mesure 1m60, je fais à peine 60 kg. Et du coup, la colonie, lorsqu'il y a le corps plus la hausse, plus le nourrisseur et le toit, voilà, on doit être à... Ça m'arrive mi-cuisse. Et du coup, le fait de la porter, je vois vite plus rien au niveau des yeux. Et ensuite, quand je la baisse, c'est un peu gênant au niveau des genoux. Enfin, voilà, moi, j'ai... Tes genoux entrent en collision avec la ruche, quoi. Donc là, on a une ruche montée avec sa hausse et son toit. J'ai même pas mis le nourrisseur, ça rajouterait 5 cm. Et donc, nous, on s'est équipés, on a mis des tasseaux sur l'ensemble de nos corps pour que déjà que ce soit plus facile à les porter à la main, mais aussi parce qu'on est en train de se mécaniser quand même et d'avoir une grue, donc ça va être utile. Mais du coup, par exemple, là c'est léger, il n'y a pas grand-chose. Mais du coup, quand elle a la ruche comme ça et qu'il faut la porter sur le plateau du camion, ça me fait soulever quasiment au-dessus des épaules, quelque chose qui pèse 30 à 40 kilos. C'est trop dur, moi je trouve. Et ensuite, donc on la prend du camion, donc elle est à cette hauteur-là, tu la prends, tu la plaques contre toi, et tu vas devoir la poser sur une palette qui est à 10 cm du sol. Et du coup, le fait de poser par terre, tu vois, je me retrouve embêtée avec les jambes. C'est là que les squats d'échauffement sont très importants. Porter 40 kg pour un homme ou pour une femme, c'est toujours trop. On n'est pas fait pour porter de telles charges. Donc nous, on s'échauffe avant de faire les transhumances. Ça peut être rigolo à regarder de l'extérieur, mais on fait des mouvements comme les échauffements de rugby, tu vois. On fait des cercles avec les bras, on fait des pompes, on fait des squats pour un peu déjà stimuler le cardio parce que ça demande un effort, mais monumental de transhumer à la main. Là, je remarque que tu as une ruche au soleil et il y a le toit qui est peint en blanc, ce qui n'est pas forcément le cas de toutes les ruches. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus par rapport à ça ? On a eu des petits soucis sur certains ruchers sur la lavande. On s'est aperçu qu'on avait parfois des fontes de cire dans nos hausses, donc c'est-à-dire dans la partie supérieure de la ruche. On a même eu des essaims qu'on emmenait sur Valençol qui avaient en rive des cadres qui commençaient à se décrocher, des fontes de cire sur les cadres en rive dans les corps des colonies. Du coup, c'est à partir de là qu'on a décidé de peindre les toits en blanc. C'est hallucinant, rien que la différence au niveau du toucher. On a par exemple sur un rucher des toits tôles et des toits blancs. La main ne peut pas tenir sur un toit tôle. C'est vraiment, on pourrait faire cuire un œuf, la température elle doit être de au moins 50 degrés, c'est très très chaud. Sur les toits blancs, on peut mettre la main assez facilement. Et alors cette année, on a fait une expérimentation sur un de nos ruchers sur le plateau de Valençol. Donc on fait des ruchers où il y a 40 ruches. Il y avait 20 ruches sur lesquelles on avait peint les toits en blanc et 20 ruches sur lesquelles on avait laissé nos toits originaux, donc les toits en tôle. On a pesé la récolte de nos ruches. On a fait plus de miel avec les ruches qui avaient les toits peints en blanc. Par exemple, on a 2 kg de plus en hausse sur les ruches qui ont un toit blanc. Donc sur 400 ruches, ça commence à faire. Et surtout, les ruches qui avaient les toits tôlés non peints, on avait encore une fois observé cette année une fonte des cadres dans la hausse. C'est la preuve qu'un meilleur contrôle thermique des ruches permet des gains relativement intéressants. En tout cas, à 2 kg par ruche, comme tu dis, x 400 ruches, ça commence à devenir intéressant. Si on devait, pour toi, selon toi, imaginer la ruche idéale, ce serait quoi ? Alors une ruche qui serait adaptée au contexte provençal, donc qui ne subit pas trop les grosses canicules, les épisodes de forte température.
Donc voilà, avec peut-être des systèmes de peinture ou des matériaux du coup qui reflètent plus les rayons du soleil qu'ils ne l'absorbent. Une ruche qui nous permet quand même d'avoir un arrêt de ponte en hiver, parce que c'est essentiel nous pour notre gestion de varroa, pour effectuer des traitements qui soient efficaces en hiver. Donc il ne faut pas que ce soit une ruche qui retienne non plus trop la chaleur et qui maintienne la ponte de la reine. Et puis une ruche qui soit légère de manière générale pour éviter les troubles musculo-squelettiques. Mais peut-être que pour les 2 premiers éléments, des apiculteurs du Nord te diraient l'inverse, d'avoir une ruche qui permette de plus capter la chaleur, je sais pas. Pour repartir, du coup, là, vous revenez du petit chemin et c'est à gauche. Ouais. Faites gaffe, Ça il y a du monde des 2 côtés. Ouais. Ciao, ciao, à la prochaine. Donc là, on va aller voir Lisa Dantimo. Elle est designeuse industrielle et ça fait plusieurs mois qu'on travaille ensemble sur la conception de cette nouvelle ruche qui vise à répondre aux problématiques qu'on a pu aborder avec Émilie. Étage 4. Hello! Salut Lisa. Ça va, Sad? Tu vas bien? Ça va et toi? Bah ouais, La super, forme? ça me fait plaisir de me voir. Ouais, carrément. Nous, cette année à l'ITSAP, on a décidé de travailler sur un concept de nouvelle ruche. C'est vrai que la ruche actuelle, ça fait plusieurs décennies, voire siècles qu'elle n'a pas vraiment évolué. Donc avec Lisa, en fait, Lisa, elle est spécialisée en CAO, donc en conception assistée par ordinateur, donc tout ce qui est modélisation 3D. Et donc en fait, on essaie d'imaginer ensemble une ruche qui soit plus adaptée justement aux contraintes et aux besoins actuels. Et donc c'est ce qu'on va voir ensemble. Ouais, donc là, par rapport à notre dernière visio, j'ai pu avancer sur 2-3 améliorations qu'on avait discutées tous les deux. Alors là, tu vois la hausse en position, là, donc le premier étage en position dépliée, avec son support qui sert de couvercle, dans lequel on s'était dit qu'on pourrait donc glisser cet isolant supplémentaire. Ça, c'est intéressant. Ouais. C'est parti effectivement de cette idée que Sad m'a décrite, qui était d'avoir une ruche qui puisse être extensible. Donc un objet extensible, au final, il y en a dans notre quotidien, donc on a essayé de s'en inspirer. Tubes télescopiques, de tiroirs qu'on a tous chez nous. Enfin voilà, donc on a ce concept qui permet en fait de déployer le corps principal de la ruche. Et ce qui est intéressant, c'est qu'avec Sad, on a pensé ce système-là pour que l'isolation des parois de la ruche puisse s'adapter à la saison dans laquelle on est. Donc quand on a la ruche qui est repliée, on a cette double paroi, cette double isolation qui permet aux abeilles de conserver la chaleur plus efficacement. Et en été, voilà, d'avoir quelque chose de plus aéré, de plus léger en termes de rétention de chaleur. Ok, bah ça m'a l'air vraiment pas mal tout ça, hein, Lisa. Là, je pense que la prochaine étape, c'est de pouvoir faire une impression en 3D. Oui, c'est vrai, on a un concept prometteur. L'idée se tient. Maintenant, je pense qu'il va y avoir une phase de remodélisation où je vais intégrer des jeux de fonctionnement qui sont avec les bons écartements pour que les pièces coulissent bien entre elles. Donc il faut que je retravaille la 3D pour qu'elle soit prête à envoyer en prototypage, puis qu'on puisse assembler le puzzle. C'est vrai que quand on réfléchit autour d'une feuille blanche et qu'on s'autorise à être extra créatif, à partir dans tous les sens, après, derrière, il faut reconverger vers quelque chose qui se tient et qui remplit les nécessités de faire un produit qui soit ergonome, qui soit OK dans l'usage, qui réponde vraiment aux différentes questions qui sont nombreuses au final. En apiculture moderne, il y a beaucoup de défis, que ce soit sur le plan sanitaire, économique, etc. Mais honnêtement, ce qui m'inquiète le plus en apiculture, c'est l'impact du dérèglement climatique. Parfois, ça peut paraître une problématique un peu lointaine, un peu abstraite. Moi, à titre personnel, c'est une problématique dans laquelle je souhaite m'impliquer un maximum. Et c'est dans ce cadre-là, du coup, qu'on a décidé de lancer des réflexions autour de la ruche du futur. Une ruche qui, à la fois, vise à être plus résiliente face au changement climatique et à la fois qui vise à, on va dire, améliorer le confort de travail des apiculteurs dans le sens où elle viserait à réduire les troubles musculo-squelettiques en étant plus ergonomique. Il y a d'autres, entre guillemets, technologies qui existent et qui visent à adresser les mêmes problèmes. Je pense par exemple aux exosquelettes. Enfin, faut pas imaginer le truc à la Iron Man ultra futuriste. Non, enfin, c'est des trucs assez
assez simples, des tiges en métal qui sont agencées de façon astucieuse et qui font qu'elles absorbent une partie de la charge lorsqu'on se baisse par exemple. Alors c'est vrai qu'en termes d'innovation, il y a pas mal d'entreprises, de start-up dans le secteur de l'apiculture qui proposent des solutions. Certaines d'ailleurs sont plutôt pertinentes, d'autres moins. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ces entreprises-là vont rarement appuyer les bénéfices qu'elles présentent par des recherches vraiment rigoureuses et scientifiques. Nous, à l'ITSAP, c'est vrai que la principale différence, c'est qu'on est vraiment guidé par cette volonté de démontrer ce qu'on avance, de réaliser un maximum de tests et surtout de pouvoir faire ça main dans la main avec les apiculteurs pour répondre au mieux à leurs besoins. Vous venez d'écouter Piqué d'apiculture, le podcast de l'ITSAP pour les apiculteurs et apicultrices. Un podcast soutenu par France Agrimer et le ministère de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire. Si vous avez aimé cet épisode, parlez-en autour de vous, partagez-le, laissez-nous un commentaire et si le cœur vous en dit, mettez-nous 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Cet épisode a été réalisé par René Prod.